bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur un exercice LLG. Voilà, il était vraiment très trivial, c'est faux, pas du tout. Il est un peu tordu mais ça va, on n'est pas non plus sur de l'algèbre abstraite. On est sur de l'arithmétique, mais en fait c'est peut-être encore pire, donc voilà, je sais pas quoi, pas trop comment présenter cet exercice. Il est résumé par une seule phrase, ou deux. Soit P l'ensemble des nombres premiers, étudier la nature de la somme des inverses des premiers, des nombres premiers. Voilà. Donc ici je vous ai mis un petit plan d'attaque, comment on va se démerder pour trouver la nature de la somme. Alors vous vous demandez, peut-être, voilà, est-ce que ça converge ou pas, est-ce que vous pensez que ça converge ou est-ce que vous pensez que ça diverge? Alors déjà, faut voir en fait une sorte de lien avec la série harmonique. La série harmonique, c'est la somme des inverses de tous les nombres. Et là, on sélectionne que les nombres premiers. Donc on peut se demander, on sait que la série harmonique elle diverge, mais les nombres premiers, il y en a quand même beaucoup moins que des nombres naturels. Donc sélectionner que les nombres premiers, ça revient quand même à enlever pas mal de nombres. Donc peut-être que ça va converger. Donc déjà, on va s'attaquer à la divergence grossière. Est-ce que le terme à l'intérieur de la somme, il tend vers 0? Parce que s'il tend pas vers 0, c'est une divergence grossière, et donc évidemment, l'exo s'arrête là. Mais évidemment, divergence grossière, non. On trouve bien qu'il y a une infinité de nombres premiers. Donc on note aussi juste Pn, le nème nombre premier, et du coup on remarque que n est forcément petit ou égal à Pn. Donc bref, on peut facilement déduire que Pn tend vers plus infini, et donc que son inverse tend vers 0. Donc peut-être que la série converge, ou pas. Mais enfin, en tout cas, c'est possible. Voilà. Du coup, premier plan d'attaque, c'est de considérer la fonction pi qui compte le nombre premier. Donc ici, je vous ai affiché la petite fonction. Donc tout simplement, entre 0 et 2, bah, elle vaut 0 parce qu'il y a 0 nombre premier. Et hop, en 2, elle saute à 1. Puis en 3 à 2, etc. Voilà. Elle compte le nombre de nombres premiers. Et en fait, on se rend compte que Pn, c'est tout simplement le nombre ici. C'est la première valeur pour laquelle pi de n augmente, en fait. Je vous l'ai mis ici. Pi de Pn, c'est égal à n. Si on prend le nombre de nombres premiers qui est entre 1 et Pn, et bah, il y en a n, du coup, puisque c'est par définition. Donc c'est entre guillemets, entre gros guillemets, mais juste c'est stylé de le mettre. C'est pi moins 1 de n. Voilà. Mais pas totalement, parce que vous voyez que cette fonction elle n'est pas du tout bijective, donc bon, c'est un peu con de mettre pi moins 1, mais c'est à peu près ça. Voilà, donc là je vous ai mis l'ensemble. Donc en fait on voit bien du coup que Pn par exemple, P2, bah, c'est 3, parce que c'est la première valeur à partir de laquelle pi de n vaut 2. Et si je veux P6, bah, juste à regarder ici, et je dis P6 c'est 13. C'est voilà. C'est la première valeur pour laquelle P de n est égal à 6. Et l'avantage de ce petit truc là, hein, c'est pas au hasard, hein, c'est que une étude d'arithmétique permet de trouver un équivalent de pi de n. Et c'est complètement fou, hein, mais c'est ce truc là. Alors je crois que j'ai fait une erreur parce qu'il y a un ln de 2 qui pop quelque part. Il y a un monde où il y a un ln de 2. Mais en fait on s'en fout parce que finalement ça c'est juste pour trouver en gros ce qu'on voudrait en fait, c'est trouver un équivalent de Pn. Parce que si on trouve un équivalent de Pn et qu'on connaît la nature de la somme de ces équivalents là, et bah du coup on peut déduire la nature de la somme des 1 sur Pn. Donc le ln de 2 à la limite c'est juste un facteur près, on s'en fout. Donc tout simplement on se retrouve avec pi de Pn qui est égal à n, mais on sait que pi de n c'est équivalent à ça. Donc je mets juste par composé, je mets ce truc là, et je passe le n de l'autre côté. Et du coup Pn équivalent à n fois ln de Pn. Et du coup, il y a un truc qu'on peut faire, c'est appliquer le logarithme des deux côtés. Alors oui, on n'a pas le droit d'appliquer une fonction de composer par la gauche sur un équivalent, mais la fonction logarithme, avec la fonction logarithme, on peut. Si ça vérifie certaines conditions, c'est-à-dire si la limite c'est pas 0 ou c'est pas 1, je sais plus. Il faut que la limite soit, bon bref, ici en l'occurrence la limite c'est plus infini, que ça marche. Et du coup on peut composer par le logarithme des deux côtés. Et du coup, en fait, ça revient juste à prendre cet équivalent là et à dire bah Pn
je réinjecte ce truc là à l'intérieur du logarithme. Ok, donc je vous l'ai affiché ici. Voilà, c'est ce truc là. Et du coup ensuite on sépare les termes et on factorise. Tac, nickel. Et ensuite il faut juste montrer que ce truc là va tendre vers 0, que c'est un petit taux de 1. Donc je vous ai mis un petit lemme. Alors le lemme, d'accord, il sort un peu du chapeau. Mais, attendez. Tout s'explique. C'est pas cette première méthode, elle est pas super bien terminée. C'est-à-dire qu'il faudrait que je montre ce lemme. Mais si on admet ce truc là, après ça passe. Alors pourquoi c'est vrai? Bah rappelez-vous, du coup j'ai dit Pn c'est pi-1 de n. Dans un certain sens c'est pi-1 de n. Voilà. Donc si j'affiche ici la fonction pi de n, bah Pn en fait ça correspond juste à faire un demi-tour, quoi. Genre ça correspond juste à mettre l'axe des y en abscisse et l'axe des x en ordonnée. Et du coup on peut voir la gueule qu'aurait Pn. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et ici on voit clairement, paf, pi de n, elle est encadrée par, alors ça on peut montrer facilement que pi de n est encadré par racine de x et par x. Et du coup, bah, si on fait notre rotation de 90 degrés, là ça veut dire que Pn, il va être encadré par la fonction réciproque de x qui est x, et la fonction réciproque de racine de x qui est x carré. Voilà, voilà. Pire explication du monde, mais c'est juste pour vite fait admettre le lemme. Voilà, vous n'allez pas me casser la tête. Et du coup, avec cet encadrement là, et bah, on en déduit cet encadrement. Et cet encadrement là, et bah, il tend vers 0, donc par encadrement, par théorème d'encadrement, ça tend vers 0. Donc ça c'est un petit taux de 1, et du coup Pn c'est ça, c'est équivalent à ça. Et du coup le petit taux de 1 il dégage, et ça fait n ln de n. Et du coup, et bah, le critère de Riemann il nous dit que la série des 1 sur k ln de k elle diverge. Donc ça veut dire que comme ce truc là est équivalent à ce truc là, et bah lui il est de la même nature, et donc ça veut dire qu'il diverge aussi. Voilà. Ça c'était la première résolution avec la fonction pi de n. Maintenant on peut passer avec à la fonction de zeta. La fonction de zeta, aussi très stylée. En fait il faut connaître tout simplement la forme en produit de zeta. Puisque zeta c'est la somme des inverses des nombres puissance alpha. Bah en fait il y a une formule que l'air a montré avec les nombres premiers. Et du coup là c'est parfait quand on applique le logarithme de chaque côté de l'égalité. Donc ça c'est pour un alpha plus grand qu'un. Paf, on se retrouve avec ce truc ici. Et ensuite encore une fois on va chercher à trouver un équivalent de ce truc là. D'accord. En fait P va être au fur et à mesure que K de plus en plus grand, P est de plus en plus grand. Parce qu'on a montré que Pn tend vers plus infini. Donc il y a un rang à partir duquel la fonction elle est très grande. Enfin à partir duquel la suite est très grande, pardon. Et du coup, bah, ce truc là est très proche de 0. Et du coup on peut utiliser le développement limité de ln au voisinage de 1. Donc on sert de ça. Moins ln de 1 moins x c'est équivalent à x, quand x tend vers 0. Du coup, paf, par composé, on a ça. Et du coup, comme ils sont équivalents, ça veut dire que leurs sommes sont de même nature. Encore une fois, on utilise le même principe en fait depuis le début. C'est si une suite un est équivalente à une suite vn, leurs sommes sont de même nature. Ça c'est très pratique du coup parce que ce truc là, bah, on a dit juste au-dessus que c'était ln de zeta de alpha. Donc ça veut dire que ln de zeta de alpha est de même nature que la somme des 1 sur pk puissance alpha. Et donc là c'est parfait. On est très short, c'est-à-dire que ça vérifie, c'est vrai que pour alpha plus grand que 1. Et on est quand même très short parce que nous on veut l'évaluer en alpha égale à 1. Donc on est sur le fil du rasoir si je peux me permettre parce que là c'est vraiment la limite quoi, hein. C'est chaud. Si ça, par exemple si ça marchait que pour alpha plus grand que 2, bah, on serait niqué. Mais bon heureusement pour nous ça marche pour alpha plus grand que 1 et nous on veut trouver la valeur en 1. Donc on va prendre la limite, hein, simplement. Hein. Donc déjà on prend la limite de ln de zeta de alpha et ça vaut plus l'infini. Donc ça veut dire que ce truc là diverge. Et donc comme je l'ai écrit, comme je vous rappelle ici, bah, comme c'est équivalent, c'est à dire que ce truc là diverge aussi. Ok. Donc ça veut dire que la limite de alpha tend vers 1 de cette somme, ça diverge. Mais attention, on s'arrête pas ici.
Parce que du coup, ici j'ai réécrit la définition de k égale à 1 jusqu'à plus l'infini, pardon. C'est juste k égale à 1 jusqu'à n, et n devient de plus en plus grand, ok. Donc on se retrouve avec une double limite, et nous ce qu'on voudrait c'est inverser les limites. C'est-à-dire on voudrait d'abord calculer quand alpha tend vers 1, comme ça le alpha là il fait égal à 1, et du coup 1 sur pk, ça fait 1 sur pk. Et ensuite on calcule la limite. Voilà. Mais nous on peut pas là pour l'instant, on n'a que une limite de limite. Donc pour intervertir la limite, il va falloir vérifier deux choses, voilà, qui sont très très chiantes. C'est tout simplement la convergence uniforme de Fn vers F sur le segment 1 plus infini, et la limite de Fn de alpha en 1. Donc la limite de Fn de alpha en 1 c'est facile, c'est cette limite, et du coup on a une limite de somme finie, c'est bien fini, attention. Donc on a le droit d'intervertir la somme et la limite. Et là, la limite de ce truc là en 1, bah, c'est juste 1 sur pk, quoi. C'est alpha égale 1. Par contre, la convergence uniforme, elle est un peu plus chiante. Il faut prendre le sup de ce truc là. Donc fn moins f, on se rend compte que c'est juste ce truc là. Ensuite, je l'ai majoré par un certain une partie des termes de zeta de x. En fait, c'est zeta de x, mais au lieu que k commence à 1, il commence à pn plus 1. Et n devient de plus en plus grand, tend vers plus infini. Du coup Pn devient de plus en plus grand aussi, et du coup tout ça tend vers 0 par convergence uniforme de zeta sur 1 plus infini. Donc ce truc là, en fait on s'est servi, on a prouvé que la fonction elle converge uniformément grâce à la convergence uniforme de zeta, qu'on admet vite fait parce que flemme, comme le m de tout à l'heure. Et du coup, eh ben, c'est parfait, on peut intervertir les limites. On passe la limite d'une somme finie à l'intérieur de la somme. Paf. Et du coup, cette limite, comme on disait tout à l'heure, bah, paf, c'est égal à 1 sur pk. Et du coup, on se retrouve avec cette limite. Et cette limite, eh ben, c'est rien d'autre que tac, plus l'infini. Voilà. Donc là on a prouvé à l'aide du fait que zeta diverge en 1, où on en a déduit l'interversion des limites, et on peut en déduire ce truc. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour l'exercice qui au début ne paraît pas très, paraît un peu innocent, mais qui en a vraiment sous le capot là. Bref, à plus.